Alors, bonsoir à toutes et à tous. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette première soirée d'information des 3 panels délibératifs sur la mobilité durable et sécuritaire que l'Office de participation publique de Longueuil organise en réponse au mandat qu'il a reçu de la ville de Longueuil, plus précisément du conseil municipal, pour mener une démarche participative sur ce même sujet. Je m'appelle Julie Caron-Malenfant, je suis présidente de l'Office de participation publique de Longueuil. Je suis accompagnée d'une formidable équipe qui nous encadre et nous soutient, qui s'occupe entre autres de la webdiffusion, puisque cette activité d'information à laquelle vous assistez ce soir, elle sera également rendue disponible au public sur notre site web dans les prochaines semaines. Alors, l'Office, pour répondre au mandat qui lui a été confié, a proposé une démarche en quelques étapes. La première étape a été franchie en septembre dernier. On a réalisé 3 choses différentes. D'une part, un sondage représentatif auprès d'un échantillon de 1000 citoyens et citoyennes de Longueuil. Également, un questionnaire en ligne sur notre site web qui était le même questionnaire que la maison de sondage et pour lequel on va être en mesure de produire un rapport comparatif entre l'échantillon représentatif et les répondants auto-sélectionnés. Et en septembre, on a également réalisé une enquête terrain qui n'est pas une enquête origine-destination, mais bien une enquête pour aller simplement à la rencontre des gens dans différents lieux publics, dans les rues, sur des trottoirs, dans des intersections, pistes cyclables, foires, etc., pour connaître un peu leurs attentes, leur appréciation de la mobilité à Longueuil, comprendre leurs aspirations, puis peut-être même aborder avec eux quelques solutions pour améliorer la mobilité sur le territoire de Longueuil. Donc, tous ces résultats-là seront également rendus disponibles à l'ensemble des membres des panels que j'ai devant moi ici, mais également disponibles pour l'ensemble de la population. Avant de délibérer et de rédiger un avis, donc, on a constitué 3 panels différents. Ces 3 panels sont composés d'une part d'un groupe de citoyens et citoyennes qui se sont portés volontaires et parmi lesquels on a choisi au hasard quelques représentants. Donc, on a 18 personnes qui constituent ce panel en date d'aujourd'hui et qui sont plus ou moins représentatifs, autant qu'on puisse l'être là, à 18 personnes, là, de certaines caractéristiques sociodémographiques de la population de Longueuil. On a également un panel constitué de représentants d'organisations de la société civile, organismes, acteurs économiques, partenaires institutionnels de Longueuil, du territoire de Longueuil, et un autre panel composé d'employés de la ville de Longueuil et du réseau de transport. Donc, chacun de ces panels va passer par le même processus d'acquisition de connaissances et ensuite, ils se réuniront chaque panel de leur côté pour délibérer et produire un avis en réponse à la question comment la ville peut-elle préparer la population à la transition vers la mobilité durable. Donc, vaste question à laquelle on va devoir répondre, mais pour laquelle on veut vous outiller. Et c'est pour cette raison qu'on organise cette soirée d'information et on va entendre quelques spécialistes qui vont partager avec vous leurs connaissances techniques, scientifiques ou terrain autour de la thématique de la mobilité durable et sécuritaire. Ces soirées d'information, il y en a 2, une ce soir, une demain soir. On va rencontrer au total 7 intervenants, intervenantes et cette phase d'acquisition de connaissances sera complétée samedi matin par une visite terrain. Donc, on a rendez-vous encore avec vous tous, les membres des 3 panels. Et on va faire le tour de la ville, guidé par des employés de la ville qui vont nous présenter différents aménagements. On va le faire dans des autobus du réseau de transport de Longueuil. Alors, voilà pour ces activités. Mais puisque le temps file, sans plus tarder, je vais passer à la présentation de notre première intervenante. On aura donc deux étapes ce soir, donc ou 2 vagues. Ce soir, la première vague avec 2 intervenantes. On va faire une période de questions à la suite de ça. Et puis, après la pause, on aura nos 2 autres intervenantes.
auxquelles vous allez également pouvoir poser des questions par écrit qu'on va lire à ces personnes. Les questions auxquelles on n'aura pas trouvé de réponse encore, eh bien, on va les leur soumettre par écrit en espérant qu'elles puissent nous répondre dans les prochains jours, là, dans le courant de la prochaine semaine. Et ce sont des réponses qu'on va également vous partager à vous tous, membres des panels. Alors, je propose qu'on débute immédiatement avec notre première invitée, qui est Madame Karine Discazo, chef mobilité active à la Ville de Longueuil. Et ben, je vous invite à prendre la parole dès maintenant. Merci. Donc, vous l'aurez compris, je m'appelle pas Jean-François. C'est mon supérieur Jean-François Lagacé qui devait présenter ce soir, mais qui s'est cassé les côtes. Donc, il était dans la possibilité de se présenter. J'ai pris possession de sa présentation plus tôt aujourd'hui. Donc, vous m'excuserez si ça manque un petit peu de fluidité. Donc, je suis là pour vous présenter en quoi consiste la planification mobilité durable à la ville de Longueuil. Vous pouvez le constater depuis quelques années, la ville de Longueuil se transforme. Elle est en transition, elle a amorcé un changement de culture pour favoriser la mobilité durable. Donc, ce qu'on entend par la mobilité durable, en fait, c'est favoriser le transport collectif, mais également les modes actifs. Donc, elle se dote depuis quelques années de plusieurs outils pour soutenir sa vision. On parle de plans directeurs, de programmes, de politique également. Et on voit en fait toutes ces démarches-là qui prennent forme, qui se concrétisent. On le voit ici, quelques extraits là de photos puis de nouvelles. Longueuil franchit, je me suis- Longueuil franchit un pas de plus vers l'inclusion avec sa toute première politique en accessibilité universelle. Donc là, on va de l'avant avec tout le volet accessibilité universelle. La ville investit 54 millions pour le réseau cyclable. Donc ça, on a déjà amorcé tous ces investissements-là. Québec annonce près de 35 millions pour aider les municipalités à s'adapter au changement climatique. Donc ça, c'est à venir. Ma rue pour tous qui fait son grand retour à Longueuil. Longueuil aussi qui veut sécuriser ses 56 écoles primaires d'ici 12 ans avec le programme de sécurisation aux abords des écoles. Mais tous ces... hop. Ah, ok. Bon, je vais faire... oui, bon, désolé, on va faire toute la diapo en un temps. Donc toutes ces actions qui se réalisent sur le territoire, bah, ça ne se fait pas forcément dans la douceur et la facilité. On a quelques défis, notamment la forme, la taille de la ville. On a une ville qui est quand même grande, qui est étalée, donc les distances sont relativement longues à faire si on veut faire la promotion des déplacements actifs. Également le partage de l'espace public. Jusqu'à présent, on construit des rues majoritairement pour les voitures. Donc, on a l'habitude de voir des rues relativement larges avec du stationnement, peut-être 1, 2, 3 voies de circulation alors que le débit ne le justifiait pas. Donc là, quand on vient repartager l'espace public de manière plus équitable entre les différents modes de transport, on se retrouve avec des citoyens qui ne comprennent pas pourquoi on retire du stationnement, pourquoi on retire une voie de circulation. Mais en fait, on déploie davantage d'infrastructures pour les piétons, pour les cyclistes qui en ont besoin, car souvent, c'est absent. L'autre défi également, donc c'est ce changement de culture, ce changement de paradigme qui est pas évident pour tous les citoyens, car on leur demande finalement de modifier leurs, habitudes de déplacement. Puis ça, c'est quelque chose, bah, d'où la démarche qui est en cours d'ailleurs. Ça, c'est un frein également. Donc on a plusieurs, défis pour, cette transition-là. Puis là, on a quelques extraits de journaux. On le voit, Boucherville, non à un sens unique sur Marie-Victorin. Ça veut dire qu'on ne peut pas, déployer davantage d'infrastructures pour les piétons et les cyclistes parce qu'on veut maintenir le 2 voies par direction. 1 voie par direction, pardon. On voit aussi à Montréal des commerçants qui exigent le retrait d'une piste cyclable. Ça aussi, des fois, ça crée aussi des heurts au niveau des commerces. Encore à Montréal, la plupart des rues de Montréal qui sont pas sécuritaires pour les piétons, selon une étude. Donc là encore, on voit il y a ce type de constat-là. Puis on revient ici à Longueuil, sur Saint-Georges, une piste cyclable a été aménagée, un dépanneur à bout de souffle. On venait d'aménager une bande cyclable, on a diminué le nombre d'espaces de stationnement. Donc il a fallu gérer et à juste titre la réaction du commerçant.
Donc en bref, la vision de la ville pour la mobilité durable, c'est d'assurer les déplacements sécuritaires et accessibles, favoriser les déplacements actifs et collectifs au moyen d'infrastructures innovantes et adaptées aux besoins de tous, et créer des milieux de vie attrayants et durables, qu'on s'entend que si on élargit les trottoirs, si on verdit, si on aménage davantage de liens cyclistes, on a une ville plus silencieuse, plus agréable pour la vie de tous les jours. Mais la vision, on doit l'appliquer sur ce territoire-là qui, en fait, a 270 000 citoyens qui sont répartis sur un territoire donc assez grand, 123 km², donc une densité relativement faible. Un territoire qui compte 90 000 emplois, plus de 70 établissements scolaires, ça c'est beaucoup, plus de 1000 km de trottoirs, 200 km de liens cyclables, 190 intersections équipées de feux de circulation, dont certains sont en fin de vie, plus de 200 passages pour piétons non contrôlés et plus de 120 radars pédagogiques et 90 signaux pour passage piéton. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu de l'ampleur des infrastructures qu'on a sur le territoire de la ville de Longueuil. Et voici l'équipe qui s'occupe de planifier tout le volet mobilité. On est une vingtaine de personnes. 3 équipes en fait composent le service. L'équipe qui est dédiée au développement du réseau cyclable, une autre davantage à la circulation véhiculaire et au transport collectif, et une autre au feu de circulation et éclairage de rue. L'équipe est essentiellement constituée de techniciens et d'ingénieurs civils et électriques. Et notre mandat, c'est de planifier, de concevoir et de réaliser des projets de mobilité. Également de gérer les gestions de les demandes citoyennes. Et enfin, on est en support auprès de nos services partenaires, directions partenaires internes ou à l'externe. Je pense que je n'ai rien. Ah si, puis on a une enveloppe budgétaire de 11 millions de dollars annuellement au niveau de la mobilité. Notre mission est d'assurer par son expertise et l'utilisation des technologies innovantes la sécurité des citoyens dans leurs déplacements et l'accessibilité aux infrastructures de transport en favorisant des aménagements durables et inclusifs. Quand vient le moment de la planification, la coordination avec tous les partenaires est essentielle. Si on veut des projets qui soient bien arrimés et qui répondent vraiment correctement à l'ensemble des besoins, que ce soit sécuritaires et durables. On voit ici en bleu les directions partenaires, donc à l'intérieur de la ville. On a la direction des travaux publics, le service de police, direction du développement. Je ne les citerai pas tous. Et en vert, on a tous les partenaires externes avec qui on collabore également étroitement. Le RTL, la RTM, le ministère des Transports, l'OTAL, le SIS. Encore une fois, je les nommerai par tous. Mais vous voyez que quand vient le moment de la planification, on est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes autour de la table. On a des outils pour nous guider dans notre planification, donc le plan de mobilité active, le plan directeur des déplacements cyclables, guide de gabarit de rue qu'on va mettre à jour prochainement, plan de déplacement scolaire, guide d'implantation des passages pour piétons et le récent programme de sécurisation des abords des écoles qui reprend un petit peu les plans des déplacements scolaires. Je fais un peu plus vite parce que je pense que je me suis un peu éternisée. C'est bon. On arrive au cœur de la présentation, donc les étapes de la planification pour la réalisation d'un projet de réfection de rue, puisque la mobilité est généralement sur la rue. Donc on voit, il y a 4 étapes pour la planification. La première, c'est qu'on a un élément déclencheur. Alors, on a différents types d'éléments déclencheurs. La je savais que j'y arriverais pas. Bref, le vieillissement de l'infrastructure. Donc, soit c'est une infrastructure qui est en fin de vie utile, qu'on doit changer parce que ça ne répond plus aux besoins, soit il y a une mise aux normes à faire, n'est plus conforme, selon les nouvelles normes du ministère des Transports, par exemple. L'autre élément déclencheur va être le développement urbain. Donc, on veut par exemple ajouter de la capacité véhiculaire ou au niveau des égouts, des infrastructures souterraines. Ou alors, bon, je vais m'arrêter là. Bon, si on veut répondre à un enjeu de sécurité ou saisir des opportunités, par exemple la construction d'un nouvel édifice, et on va en profiter pour harmoniser la rue, uniformiser, puis refaire la rue qui est adjacente à l'édifice. Par la suite vient le temps de la planification. On fait plusieurs études, une estimation très sommaire du projet. On le priorise dans le temps en fonction des autres projets qui sont tous urgents, évidemment. Et là, après, on met en place le financement. On inscrit le tout dans le programme d'immobilisation triennale et après, au niveau du règlement d'emprunt. Et une fois que tout ça est fait, on peut passer à l'avant-projet et à la conception. C'est là que viennent toutes les consultations internes, donc à l'intérieur de la ville, mais également avec les partenaires externes, pour identifier le projet. Je vais vous donner un cas concret là dans quelques instants.
Les intrants, ce sont tous les plans directeurs dont je vous parlais, donc qui vont pouvoir guider donc au niveau, par exemple, du verdissement. Est-ce qu'on doit augmenter la canopée? Est-ce qu'on veut ajouter un lien cyclable? Est-ce qu'on veut, augmenter la capacité véhiculaire? On va alors faire des études, comme les études de circulation, pour, pouvoir nous orienter et enfin arrive l'élaboration des plans et devis. Avec des allers-retours, encore une fois, on vient bonifier le projet et après on passe au processus d'appel d'offres pour l'octroi du contrat et enfin vient la réalisation qui est précédée de communication. Donc là, les riverains vont être informés de l'arrivée d'un projet et de la tenue des travaux. Il y a toute une planification du chantier. Par exemple, si on est à proximité d'une école, on va s'assurer que le chantier prenne fin avant la rentrée scolaire. Donc il y a tout le volet planification. Bon, la tenue des travaux, puis après, bon, la réception, puis la clôture, du projet. Le cas concret donc, dont je vous parlais, c'est la réfection des rues René et Séguin qui a eu lieu en 2024. Alors ici, l'élément déclencheur, puis j'espère que je vais pas me tromper, je vois qu'il y a des collègues, du service qui sont là. Bon, je vais tenter de résumer ce que j'ai pu comprendre. L'élément déclencheur ici était que les infrastructures étaient vieillissantes, donc la chaussée et l'égout. Un nouveau programme de développement Tachereau sur le parc qui nécessitait également d'augmenter la capacité au niveau des aqueducs ou en tout cas au niveau des infrastructures souterraines. Et également, il y avait une subvention à la clé qui permettait de financer une partie du projet et une autre subvention qui est la taxe sur l'essence qui permettait aussi de financer une partie du projet. Donc on voit au niveau des déclencheurs, il y avait des opportunités de financement, un projet de développement et en plus une désétude des infrastructures. Est venu le temps de la planification, donc je vous mentionnais études, on estime, on prévoit ça au niveau on ficelle le financement, puis l'avant-projet et conception. Donc là, toutes les échanges avec les partenaires dont je vous parlais, en fait, on a une fiche, un document sur lequel on présente le document et toutes les directions internes et les partenaires externes mentionnent leurs besoins. Donc, vient le moment d'une réfection de rue. On va vérifier, est-ce qu'au niveau de la gestion des eaux, il faut qu'on diminue la perméabilité des sols? Est-ce qu'on doit augmenter la canopée parce qu'on a des enjeux d'îlots de chaleur? Est-ce qu'on a besoin d'un lien cyclable? Est-ce qu'on a besoin d'élargir les trottoirs parce qu'on est à proximité d'institutions scolaires? Donc tout ça va permettre de ficeler, de définir un petit peu mieux le projet en fonction des demandes. Évidemment, on veut toujours tout. On veut des grands trottoirs, on veut des arbres, on veut des pistes, on veut du stationnement, on veut des voies de circulation. Donc il y a une priorisation à faire. On se base au niveau, comme je vous le mentionnais, sur tous les plans directeurs qui sont disponibles. On a les premiers concepts préliminaires donc, qui sont produits. À ce moment-là, il y a à nouveau un tour de roue pour ajuster le concept. Et enfin vient le moment de réaliser les plans et devis et enfin l'appel d'offres. Donc dans le cas de la rue René, il y a la coupe type par la suite. Juste pour finir les étapes, la quatrième, c'est la réalisation. Donc il y a eu la phase communication auprès des riverains. Planification du chantier, on avait une école à proximité, donc il fallait tenir compte de la rentrée scolaire et également des débarcadères qui étaient présents. Vous allez le voir, il y a eu un enjeu au niveau je peux le mentionner maintenant. En fait, les travaux ont connu du retard, donc finalement, la rentrée scolaire est arrivée et je ne sais pas s'il y a un pointeur. Il y a un débarcadère ici actuellement. Il a fallu le relocaliser, il a été relocalisé ici. Donc tout ça s'est fait avec la collaboration du collège et puis c'est toute cette coordination-là là, qui est très, très importante. Donc après mon tenue des travaux, réception et clôture du chantier. Voici le projet dont il est question. On voit la coupe type avant. On avait 2 voies de circulation sous standard. Enfin sous standard pour la ville de Longueuil, c'est 2,5 mètres qui est exigé considérant la grosseur des véhicules. Des voies de circulation également sous standard, des trottoirs très étroits, 1,5 mètres au lieu de 1,8. On voit aucun arbre, aucune végétation. La coupe type proposée a été de réduire la chaussée à 7 mètres pour pouvoir élargir les trottoirs. Non, pardon, on a rajouté des trottoirs et donc on a mis la rue à sens unique pour pouvoir intégrer ces éléments-là. Maintenir le stationnement. Un lien cyclable, on avait vérifié, on n'avait pas besoin de lien cyclable dans cette rue-là. Le stationnement a été maintenu d'un seul côté et on a pu planter des arbres, construire des saillies végétalisées et surélever une intersection pour sécuriser le quartier. Je crois que ça fait le tour du projet. J'arrive à la conclusion.
Donc vous aurez compris que la volonté de la ville, c'est de favoriser la mobilité durable et sécuritaire, en offrant des alternatives à la voiture solo pour favoriser les modes en favorisant les modes actifs et collectifs. Donc tout ça représente un changement de culture et d'habitude surtout majeur, d'où la démarche en cours, qui vise en fait on a besoin de la ville doit, accompagner les riverains parce que les riverains, les citoyens sont les premiers à bénéficier de ces modifications, mais le bénéfice se fera sentir peut-être un peu plus tard et pas maintenant. Donc voilà, donc en fait, la ville a besoin de se doter d'outils pour pouvoir expliquer à l'ensemble de la population la nécessité, mais aussi les bienfaits de cette transition. Voilà, merci. Merci, beaucoup Karine. Karine, incarne ici votre client, membre du panel. C'est-à-dire que, au final, c'est le service de Karine qui, est porteur du projet et éventuellement, il va recevoir le rapport de l'Office qui va contenir vos recommandations. C'est pour ça que je dis vous êtes client, de cette démarche, participative, mais ultimement, c'est l'ensemble de la ville et des citoyens et citoyennes qui vont en bénéficier. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première présentation, une incursion vraiment dans le quotidien des équipes de la ville, comment ils font leur travail, comment ils prennent des décisions, quelles sont les implications, qu'est-ce qui encadre aussi ou qui paramètre leur compréhension et la manière dont ils travaillent. Alors, merci pour cette présentation. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont remis des petits cartons blancs. C'est parfait. Mon collègue Léopold circule avec la casquette pour les récupérer. Et puis, à la fin de la deuxième présentation, Élise va nous en faire la lecture. Donc, continuez à poser des questions. C'est le temps maintenant d'inviter notre deuxième invitée, Madame Catherine Morancy. Elle est ingénieure civile, professeure à Polytechnique Montréal, titulaire de la chaire mobilité, de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Elle siège aussi sur les conseils d'administration de la STM et de l'Agence de mobilité durable. Elle est membre du Conseil canadien des infrastructures. Alors, c'est pas un petit CV. Puis, ben là, je vous laisse la parole. Parfait. Merci. Bon, je m'excuse, mais bon, j'ai réalisé ce matin, en fait, on m'a dit aujourd'hui que j'avais pas 30 minutes. Moi, j'étais habituée de donner des cours de 3 heures, alors j'ai vraiment trop de matériel, mais c'est la vie. Vous le regarderez plus tard. Euh, j'ai vraiment mis beaucoup de choses, puis j'ai reçu des résultats ce matin que je vais essayer de vous montrer aussi, parce qu'évidemment, quand je fais des présentations, je m'amuse à lancer des calculs, etc. Ça, c'est mon équipe qui travaille toujours très fort quand j'ai une présentation qui s'en vient. Et vous remarquerez que je parle déjà très vite. Puis là, comme je sais que je vais manquer de temps, je vais parler encore plus vite. C'est pas drôle. La première chose que je fais généralement, c'est établir le contexte, parce que c'est vrai qu'il y a des décisions qui sont difficiles à passer, mais quand on baigne dans le contexte puis les problèmes, on comprend pourquoi il faut pousser et pousser et pousser pour que les transitions se fassent. J'en ai gardé quelques-uns des éléments de contexte. J'ai essayé d'enlever la moitié de ma présentation. Euh, c'est sûr que le transport est au cœur des changements climatiques et au Québec, ça va quand même assez mal pour plein de raisons. On ne s'étendra pas là-dessus, mais si vous voulez en parler plus tard, on pourra. Quand on regarde l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, là, le transport est le principal émetteur au Québec. Et l'autre problème, c'est que les émissions sont en croissance. Fait que c'est pas que c'est le plus important seulement, c'est aussi qu'on va vraiment dans la mauvaise direction. Donc, peu importe ce que nous faisons, nous ne le faisons pas assez. On fait souvent pas la bonne chose, puis on le fait pas assez vite. Donc, on comprend que des fois, ça peut bousculer les gens, mais ça va vraiment, vraiment mal. Et là, on est en 2022, ce qui fait qu'on n'a pas encore les effets du retour post-pandémique. Donc, ça va encore plus mal que ce qu'on voit là. L'autre chose, quand on regarde les coûts de transport, moi, ça m'inquiète beaucoup, hein. On parle d'améliorer la santé financière des ménages. Quand on regarde l'enquête des dépenses canadiennes, on voit que le transport est le deuxième poste budgétaire après l'habitation. Et quand on fait le cumul de ce que les Québécois dépensent en transport privé, c'est autour de 42 milliards de dollars à chaque année. Donc, quand on me dit qu'on n'a pas d'argent, peut-être qu'on ne met pas l'argent au bon endroit. Donc, si on veut vraiment améliorer la santé financière des ménages, c'est pas en baissant le permis de conduire à 25 dollars. Ça, ça donne pas, ça n'a pas d'impact sur le budget. C'est d'assurer que quelqu'un peut s'affranchir de la possession d'un ou plusieurs
véhicules privés. Mais au Québec, on n'a pas de cible de réduction du nombre de véhicules. Et le seul qui a osé en étancier une, il n'est plus ministre. Mais il avait raison là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Donc, la question économique, elle est centrale. Réduire la dépendance à l'auto permet d'améliorer la santé financière des ménages. Ça permet d'améliorer l'abordabilité quand on offre des services de transport, notamment, mais aussi la santé financière des municipalités. Et là, le calcul est trop compliqué à faire ici, mais on le fera si vous le voulez. Côté voiture, ça va aussi quand même assez mal. C'est-à-dire que la population de voitures privées augmente plus vite que la population d'adultes. Donc, l'accès aux véhicules privés ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, ça veut dire, encore une fois, qu'on a beau essayer de faire des transformations, on ne les fait pas assez vite et on n'est pas encore assez agressif pour véritablement transformer les pratiques. Je sais que après ce qu'on a entendu, c'est sûr que quand on essaie de prendre un petit morceau de route, c'est compliqué, mais quand on essaie de voir le schéma global, puis les transformations qu'on doit opérer, c'est sûr qu'il va falloir y aller quand même un petit peu plus vite. En tout cas, vous avez des chiffres, je n'ai pas le temps de passer à travers tout ça. Ce que je voulais montrer quand même, parce que c'est des choses qui sont mal saisies, c'est que je suis extrêmement inquiète aussi de la transformation du parc de véhicules. Vous savez, les véhicules, il y a le phénomène d'obésité spatiale, hein, ou quelqu'un qui a appelé ça l'auto-obésité, qui est encore mieux. Je n'ai pas le copyright, mais je vais l'utiliser. Les véhicules croissent dans toutes leurs dimensions, hauteur, largeur, longueur et masse. Et quand on regarde l'impact, ça je le montre dans mes cours, l'impact sur la congestion, mais quand un véhicule prend plus d'espace et qu'il est plus haut, il contribue davantage à la congestion parce qu'il consomme plus de capacité. Donc, l'exercice simple que je fais généralement, c'est que pour la même route, si tout le monde se déplaçait en smart versus si tout le monde se déplace en n'importe quel gros véhicule, genre un Expedition, bien, on passe d'un temps de déplacement de 3,5 à 10,8 minutes. C'est la même quantité de personnes. C'est juste que chacun prend plus d'espace. Donc, sur nos réseaux, tout est question de densité. Actuellement, le taux d'occupation est extrêmement faible. Il est autour de 1,12 passagers en pointe du matin. Donc, c'est sûr qu'on est très mauvais en termes d'utilisation efficace de nos infrastructures. C'est dur d'avoir ces chiffres en tête, puis ensuite de ne pas voir combien c'est peu efficace qu'on fait de nos infrastructures. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est sûr, on comprend, il y a beaucoup de mécanismes qui jouent sur cette transformation du parc. C'est ça qu'on vous vend. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais d'un point de vue systémique, ça a des effets significatifs sur la capacité de nos réseaux. Donc, il faut aussi en tenir compte. Même à un feu, il y a moins de véhicules qui vont circuler s'ils sont plus longs, parce qu'on a quand même le même nombre de secondes. Et ça réduit aussi la capacité de stationnement sur rue. Fait que ça aussi, ça crée un petit Ah, je comprends que ça a l'air compliqué se stationner, mais s'il faut augmenter la longueur d'un espace de stationnement, ben on stationne moins de voitures. Donc, c'est sûr que si j'ai un gros espace, ici, on a fait l'exercice pour Outremont avec les vrais bords de rue en tenant compte de la réglementation. Et si on passe d'un espace requis par véhicule de 5 mètres à 5,5, on perd 10 d'espace de stationnement. Donc, sauf si, il faudrait le considérer. Mais l'exemple que je donne souvent, c'est si je voyage avec 4 grosses valises, ben, je vais payer plus cher. Mais quand j'utilise plus de bords de rue, je ne paye pas plus cher. Souvent, je ne paye pas du tout ni sur les routes. Donc, c'est simplement un constat à réaliser. Bon, j'ai essayé de sortir des statistiques sur Longueuil, beaucoup de gros graphiques, plein d'affaires. Bon, c'est pas grave. Vous avez le recensement canadien à travers les régions métropolitaines du Québec. Et le constat est de 2011 à 2021, ce qui est en bleu n'a pas vraiment bougé ou augmenté. Et ça, c'est la part de l'autoconducteur pour les déplacements pour aller au travail. Ça, c'est le constat général. Donc, encore pour expliquer qu'il ne se passe pas grand-chose malgré nos grandes cibles. La diapo sur les cibles, je l'ai enlevée. Ici, vous avez la part, parce qu'il y a aussi de mauvais indicateurs qu'on utilise, donc je recommande à ceux qui s'intéressent à la mobilité de choisir de bons indicateurs. La question de part modale, donc le pourcentage des déplacements faits en transport en commun, ce n'est pas un bon indicateur. Ce qui est un bon indicateur, c'est de savoir qui l'utilise, ce réseau, à qui ça sert. C'est comme si je regardais la bibliothèque, là, c'est combien de livres quelqu'un loue versus combien de gens vont y aller une fois. Bien, ça reste un service public. Donc ici, on calcule le pourcentage des gens qui l'utilisent lors d'un jour moyen de semaine. C'est ça qu'on a comme données. Donc, vous avez ici la distribution spatiale de 2018 et 2023. Donc, on a quand même autour de 15 des gens, à peu près, qui vont l'utiliser au moins une fois dans une journée. Et on peut regarder aussi les bénéficiaires qui sont, donc les ménages, parce que ça se peut que dans un ménage, il y a juste une personne qui l'utilise, mais ça veut quand même dire que ce ménage bénéficie de ces services. Donc, c'est une façon différente de voir aussi l'utilité des réseaux de transport en commun ou de tout autre service comme les pistes cyclables ou les trottoirs, par exemple.
Euh, bon, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. L'autre chose que j'ai fait sortir, ça a pris toute la nuit roulée, mais on est en train d'optimiser ce code. Tu sais qu'on voulait comprendre la structure des déplacements types à Longueuil. Ça, c'est la vieille base de données. Donc, de façon générale, ce qu'on obtient avec nos enquêtes, là, c'est des lignes comme ça. C'est voici d'où je pars et voici où je veux aller. Évidemment, après ça, on vous fait faire des détours parce que vous prenez des réseaux de transport, mais il y a quand même une concentration. Et là, on arrive à identifier là où il y a des fortes concentrations. Donc, ce qui est sans rouge, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce corridor. Ça, ce sont les déplacements des résidents de l'agglomération de Longueuil, excluant les retours à leur domicile. Donc, il y a des façons d'analyser. Là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des endroits où on vient de mettre des services. Donc, voilà, il y avait quand même une demande, en fait. Donc, il y a des outils pour bien comprendre la structure de la demande. Et là, comme je suis, je ne sais pas combien de minutes, il faut quand même regarder les solutions parce que je pense que bon, quand je fais l'état de la situation, c'est pour qu'on comprenne un peu l'état d'esprit. Hein, quand on est toujours dans ces chiffres et dans ces cibles et qu'on essaie de voir ce que ça prend, ça amène une vue différente des choix individuels. Et là, ici, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? De façon générale, on s'inspire de la politique de mobilité durable, même si elle n'a pas encore été renouvelée, mais on espère qu'on en aura une encore, et où on avait la stratégie réduire, transférer, améliorer. Donc, logiquement, dans des plans de mobilité, on essaie d'avoir des stratégies de réduction de la demande. Ça veut dire que l'objectif de tout ce qui va là-dedans, c'est de transformer la demande de transport, réduire les distances à parcourir, réduire la fréquence des déplacements motorisés. Donc, on veut vraiment avoir moins de kilomètres motorisés à gérer. Ça, c'est le bloc numéro un. Deuxième bloc, mais quand on n'arrive pas à faire ça, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait ici, là, pour une demande de transport, on va essayer de faire en sorte que les gens se déplacent autrement. Donc, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que les gens utilisent un mode autre que le véhicule privé? Et le troisième, bien, quand on a fait tout ça déjà, comment on fait pour réduire l'impact de chaque kilomètre parcouru en véhicule? Donc, logiquement, on a cette hiérarchie dans l'établissement des stratégies. Parce que ceux-ci sont plus pénibles à mettre en place, mais les impacts sont beaucoup plus importants que, évidemment, ce qu'on fait généralement ici au Québec, ça. En tout cas, au niveau provincial, là, on a vraiment un focus ici, là. C'est pour ça qu'on n'atteint pas nos cibles. Alors, quelques stratégies. Donc, comment on fait pour réduire les véhicules kilomètres totaux parcourus en voiture, par exemple? Donc, il faut transformer la demande. Souvent, je vais ramener ces concepts-là, les 5D. Donc, on veut de la densité, de la diversité d'usage. On veut que notre réseau routier facilite les mouvements actifs, donc les questions de design. On veut qu'il y ait des destinations. Ça veut dire que si on veut que quelqu'un marche, il faut qu'il y ait quelque part où aller, grosso modo. Et on veut que le transport en commun soit accessible de proche. Donc, ça, c'est vraiment une clé qu'on sort souvent. Il faut faire le diagnostic des quartiers pour voir est-ce qu'on respecte minimalement ces concepts-là. Euh, j'ai fait faire aussi des analyses à des étudiants. Je suis en train de les remettre à jour pour voir c'était quoi le déficit d'accessibilité dans les quartiers. Donc là, vous prenez chaque lieu de résidence, puis là, vous regardez autour. Est-ce que j'ai accès à suffisamment de transports en commun? Est-ce qu'il y a des destinations à proximité? Et est-ce que j'ai une bonne accessibilité régionale pour accéder aux hôpitaux, aux universités? Donc, les choses qu'on n'a pas chacun à côté de chez nous. Et là, évidemment, ça nous permet de voir. À Montréal, si vous le connaissez, vous savez que quand vous habitez dans le Mauve, tout va très bien. Vous avez accès à peu près tout, du transport en commun, des services de proximité et beaucoup de transports, l'accessibilité métropolitaine. Bon, quand on est rouge, finalement, on a sacrifié tout. On n'a rien des trois. Donc ça, c'est aussi un bon outil parce que ça permet de savoir, pour certains lieux, qu'est-ce qu'on doit ajouter. Est-ce que c'est plus de services de transport, plus de services de proximité, ou est-ce que c'est un accès à des services, à des opportunités métropolitaines? On a parlé de partage de la circulation, de la circulation, l'équité du partage de la rue. On l'a fait pour les arrondissements de Montréal. Tout ce qui est bleu et orange, c'est dédié aux véhicules privés. Donc, c'est sûr que dès qu'on gagne de l'espace pour les autres usages, le piéton, le vélo, on fait des gains en équité. C'est douloureux parce qu'on a un pseudo-droit acquis, mais on a quand même du chemin à faire. Puis là, j'oserais me prononcer en disant que c'est sans doute équivalent au pire sur le territoire de Longueuil. Mais je n'ai pas les données pour le faire. Ça, c'est l'autopartage. Si vous voulez vous assurer de permettre la réduction de la motorisation, ça prend une alternative et c'est le seul mode qui est un concurrent direct à la possession d'un véhicule privé. C'est l'autopartage basé station. Ça a été démontré à travers la littérature. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Et là, il me reste 3 minutes, donc j'accélère. Je vais essayer de ne pas tomber en même temps. Et sur le transféré, c'est comment on fait pour que les gens utilisent le transport en commun, la marche, le vélo, vélo partage, etc. Bon, transport en commun, il y a plein de clés à activer. Je vous laisserai la présentation. Il faut que ça soit confortable, rapide. Bon,
il y a vraiment plein de composantes. Il y a des modèles entiers qu'on fait là-dessus. Par ailleurs, pour la question de l'efficacité, une autre chiffre à garder en tête, c'est que ça prend pas 50 passagers dans un bus pour que ce soit plus efficace qu'un véhicule privé. Le chiffre, grosso modo, si vous avez des bus hybrides, à partir de 5 passagers, là, en termes énergétiques par kilomètre parcouru, vous êtes équivalent à quelqu'un qui est tout seul dans son qui a 1,2 passagers dans son F-150. C'est un cas c'est pour illustrer. Mais souvent, c'est ce que je demande à mes enfants. Il y avait combien de gens dans le bus? Puis la maison, on était 10. Parfait. Donc, c'est mieux que la voie à côté parce que les taux d'occupation sont extrêmement faibles et les véhicules consomment de plus en plus. Donc, on est très exigeant envers nos réseaux, là. Ça ne prend pas 47 personnes dans le bus à chaque fois. Euh, et là, ben, j'avais fait des simulations aussi parce qu'on a des logiciels open source pour faciliter la réalisation de tels travaux. Donc, hier, en catastrophe, j'ai fait coder le REM pour qu'on puisse voir les impacts du REM. Évidemment, ici, ben, c'était déjà bien desservi pour l'accès à la station Longueuil. Il est connecté sur le métro, donc pas trop d'impact. Si on regarde l'effet vers le cégep Édouard-Montpetit, ben là, on va voir aussi que comme il est proche du métro, il y a moins de changements. Et là, vous avez vraiment l'effet, la gare du quartier, ben là, vous avez tout l'ouest de l'île qui va pouvoir aller vous y visiter plus rapidement. Bref, il faut mesurer aussi les impacts de la bonification des réseaux de transport en commun. Puis il y a des outils qui existent pour évaluer les impacts de scénarios si jamais on changeait le service, qu'on mettait de nouveaux nœuds quelque part. L'autre chose que j'ai fait sortir, c'est le potentiel des modes actifs. Je finis. On a vraiment une façon d'évaluer le potentiel à partir des données qui existent, en tenant compte de la longueur des déplacements, des distances considérées marchables, etc. Et là, je vous ai sorti aussi là où il y a du potentiel pour l'agglomération de Longueuil. En termes de densité, ça, ce sont les déplacements à pied. Donc, où il y a de la concentration, ça veut dire qu'il y a des courts déplacements qui sont faits avec des modes motorisés. Moi, à votre place, j'irais regarder qu'est-ce qu'il y a là. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas à pied? Parce que les distances parcourues sont suffisamment courtes. Même chose pour le vélo. Donc, vous avez vraiment des endroits où il semble y avoir des déplacements propices au vélo qui ne sont pas faits à vélo. Il doit y avoir un enjeu. Donc, ce sont des outils aussi qui existent pour faire ça. Eh bien là, je ne sais pas. À la pause. Pas à la pause, mais pendant la période de questions, peut-être. Je voulais juste dire qu'il y a 2 mauvaises idées, puis je vais clore là-dessus. Un, électrifier les véhicules privés, ça donne pas grand-chose. Ça, c'est dans le 3e niveau. Donc, 1, on réduit, 2, on transfère, puis après, évidemment qu'ils vont tous être électriques, les véhicules. Mais quand ils sont très gros, ils sont extrêmement gourmands en énergie, donc il faut faire attention. Et 2, augmenter la capacité routière. Si vous voulez avoir plus de congestion, c'est la meilleure chose à faire. Ça rimait. C'était pas prévu. S'il te plaît. Je regarde. Parfait, merci. Ben oui, merci. Merci beaucoup, Catherine Morancy. Merci, Karine. Est-ce que tu peux te joindre à nous à l'avant parce qu'on va passer à la période de questions. Euh, Léopold continue de circuler avec sa casquette pour récupérer vos petites questions. Beaucoup de données. On est chanceux. Je pense qu'on va pouvoir partager votre Oui, mais présentation, hein. moitié moins que ce qu'il y a dedans, par exemple. Des données fraîches aussi, des données pour Longueuil même, dans certains cas. Donc, tu sais, on a accès à beaucoup de connaissances là, dans ces 2 personnes-là. Profitez, écrivez vos questions. Élise va essayer de faire un effort de synthèse pour qu'on puisse en poser le plus grand nombre possible. Puis Léopold continue de se promener tant qu'il y aura des petites mains qui vont se lever. Alors, je vais tenter. Alors, j'ai 2 questions pour Karine. Je vais les poser ensemble, donc la réponse pourra être faite ensemble. La première question, c'est combien de temps entre le début et la fin d'une démarche de planification? Par exemple, l'exemple de la rue Séguin. Puis, est-ce que ça arrive que la partie durable soit sacrifiée? Question budget, est-ce qu'il y a un budget spécifique pour ce type d'aménagement-là? Est-ce que ça oui, ça fonctionne. Alors, la durée d'un projet, hem, bon, dans le cas de la rue René, je ne le sais pas, j'ai pas été très impliquée dans ce projet-là. Je vous dirais qu'en moyenne, entre le moment de la planification et la réalisation, je dirais peut-être un 3-4 ans. Je laisse mes collègues ajuster si besoin. 3-4 ans, mais ça peut être beaucoup plus long. On a des projets, des fois, qui s'étalent sur une dizaine d'années. Heu, Au niveau du développement durable, à savoir si on sacrifie parfois La durabilité.
Non, OK. Si on sacrifie le développement durable. Euh, Moins qu'avant. Comme je vous disais, là, il y a une modification, un changement de culture actuellement depuis quelques années. Avant, on avait tendance à, quand on refaisait une rue, à la refaire un petit peu à l'identique. S'il y avait 3 voies de circulation, on refaisait 3 voies de circulation. Maintenant, on a des études de circulation pour pouvoir justifier en fait le nombre de voies de circulation dont on a besoin. Donc, ça nous permet de réduire ça et de pouvoir libérer de l'espace pour les infrastructures cyclables ou le verdissement. Ou élargir les trottoirs. Ça, l'élargissement des trottoirs, généralement, il n'y a pas de remise en question, ça c'est fait d'office. Au niveau en fait, l'enjeu, c'est souvent en blague, c'est les pistes cyclables, verdissement sont souvent en compétition parce qu'on demande, en fait, on est énergivore, on a besoin d'espace pour avoir des choses, des arbres qui puissent se déployer correctement, puis des infrastructures cyclables confortables. Donc, souvent, on n'est pas en mesure de de répondre à tous les besoins parce qu'on va encore permettre une bonne circulation des voitures. Il me semble que j'oublie un élément, c'est pour ça que je réfléchis depuis tantôt. C'est ça, on a quand même encore l'objectif de favoriser la circulation, de ne pas créer de congestion au sein de la ville. Voilà. Je vais peut-être poser une petite sous-question à ça pendant qu'Élise continue. Elle veut pas. OK. Oui, il y en a beaucoup. OK, parfait. Mais la sous-question, c'est est-ce que c'est simplement sur la base du nombre de passages ou sur la densité de la circulation que vous décidez de réduire l'espace voué à la circulation? Est-ce que c'est le seul critère décisionnel ou il pourrait y avoir d'autres raisons, comme par exemple des questions associées à la sécurité ou tout simplement à la volonté d'atteindre des objectifs en matière de réduction du transport, etc.? Généralement, on se fie, en fait, on fait des observations, on regarde le débit observé, puis on se dit, bon, ben, on a tant de véhicules jour, on veut s'assurer que tous ces véhicules puissent continuer de circuler. Donc, en fait, on n'anticipe pas une réduction éventuelle du trafic, parce qu'on pourrait aussi, on le sait, là, l'ajout de voies de circulation ou même le maintien favorise la congestion, alors que si on retirait les voies de circulation, ça permettrait, oui, ça va créer de la congestion, donc ça va créer de la frustration, donc les gens vont moins prendre leur voiture, ou ça va diminuer le nombre de déplacements qui n'étaient pas nécessaires finalement. Mais ça, vous l'anticipez pas. Pas encore. Pas encore. D'accord, merci. Alors, celle-là, elle est pour Catherine. Pour quelles raisons la mobilité durable améliore la santé financière de la ville? Réduction de l'utilisation des véhicules solo. Il y a quand même des études qui ont démontré le coût collectif. Puis je suis en Puisque train c'est Je suis enregistré, on en va. train, oh, excusez, je suis en train de refaire les calculs sur, j'ai comme trop d'affaires dans les mains. Je suis en train de refaire les calculs sur le coût collectif. Donc, en tenant compte des externalités, en tenant compte des coûts pour les municipalités, pour le provincial. Puis quand on fait le bilan, c'est à peu près 5 fois plus cher que si quelqu'un prend, par exemple, le vélo. Parce que le calcul qui est mal fait, puis regardez le PQI, vous avez le plan québécois des infrastructures pour les 10 prochaines années. La ligne que les dépenses les plus élevées, ça reste le réseau routier en infrastructure. Ça nous coûte extrêmement cher. Parce que c'est pas parce qu'on paye pas quand on l'utilise que ça coûte rien. En fait, ça veut dire qu'on le finance collectivement, nonobstant le niveau d'utilisation qu'on fait. Donc, on fait des économies au niveau des coûts de santé. Donc, ce qui a été mesuré là-dedans, c'est effectivement les externalités au niveau environnemental, au niveau de la santé, et il faudrait cumuler aussi, justement, ce 42 milliards. C'est que le système routier, actuellement, on finance tous le système routier et on a aussi tout le volet opération. Puis c'est ça qui amène un biais quand on compare les coûts, par exemple, d'un réseau de transport commun, où là, on a financé le garage, on a financé les bus. Puis là, on voit le coût comme ça, alors que dans le côté, on n'a pas le coût de votre garage, de vos 12 autos, etc. J'exagère, là. Fait que mais il y a un article, il y a un rapport qui est fait par, l'équipe de Laval, l'Université Laval. Nous, on est en train de répliquer la méthodologie pour la grande région de Montréal pour être capable de faire le bilan, donc le coût collectif et le coût individuel pour chacun des modes de transport. Bonne réponse. Prochaine question. Alors, comment concilier les besoins contradictoires entre mobilité durable, développement urbain rapide, puis aussi comment on choisit un projet plutôt qu'un autre? Donc, il y a comme deux questions.
Pas sûre de pouvoir y répondre. La première, c'était comment concilier, Les les besoins besoins? contradictoires en mobilité durable versus développement urbain. OK. Alors en fait, c'est un leurre. Il n'y a pas de contradiction entre le développement et la mobilité durable. Au contraire, ce que Catherine expliquait bien, la voiture, la circulation véhiculaire prend beaucoup de place, fait vieillir prématurément aussi les infrastructures parce qu'elles sont lourdes, donc elles sont pesantes pour les chaussées. Alors que si on va favoriser davantage la marche à pied, la circulation à vélo, ce sont des usagers plus légers qui sont moins dommageables pour les infrastructures et on déplace beaucoup plus de personnes dans un même espace que pour une voiture. Pareil pour le transport en commun. Donc, il n'y a aucune contradiction entre le développement et la mobilité durable. La deuxième question, c'était comment on priorise les projets? En fonction des urgences actuellement. Donc oui, c'est en fonction des urgences, de ce qui est de plus, et puis, on est en train de se doter de mieux justement planifier nos projets. Jusqu'à présent, on allait justement on a dit aux plus urgents. Maintenant, le but est de se doter là pour les prochaines années de plans de gestion de maintien des actifs pour s'assurer qu'on investit dans les bonnes infrastructures à temps, et de planifier justement correctement, les interventions. Merci. Alors, question courte, mais je suis pas sûre que la réponse va être courte. Alors, quelle est la distance raisonnable pour les arrêts d'autobus? Je sais pas. C'est quoi, ça veut dire quoi la différence? L'inter-arrêt? Ben, là, moi, ce que je La comprends, distance la de marche vers distance, l'arrêt? c'est ce que je Ça comprends. dépend. Ça dépend pour qui. Et c'est pour ça que quand on construit des réseaux, on fait la conception de réseaux de transport en commun, il ne faut pas penser que l'usager moyen existe. Il n'existe pas. Il y en a qui vont vouloir avoir de la proximité avec un service qui est peut-être plus large. Ça n'a pas d'importance sans correspondance. Puis il y en a d'autres qui vont être prêts à marcher beaucoup pour un service fréquent. C'est pas du tout l'habitude qu'on a fait ici. Ici, on a ancré dans certaines ententes la non-compétition, ce qui est totalement contre les bénéfices de l'usager. Donc, ça dépend les types de clientèle qui sont desservis. C'est vraiment ce qu'on appelle l'hétérogénéité des préférences. Donc, ça dépend. Puis les gens vont être généralement prêts à marcher pour plus de fréquences, mais pas tout le monde. Donc, je sais pas. Ce qui roule dans la littérature, c'est genre 400 mètres un arrêt de bus, 800 mètres un arrêt de métro, mais c'est une grosse moyenne. Puis une moyenne, ben, c'est une moyenne. Quand on dit 400 mètres du domicile, c'est bien ça? Juste pour m'assurer qu'on comprend bien, ou entre les arrêts Non, d'un ça, c'est pas la arrêt même à chose l'autre? entre les arrêts. OK, bon, ben c'est ça. Donc, entre les arrêts, si on posait la même question, mais c'est quoi la distance Ça, idéale entre les ça dépend. arrêts? Ça dépend de quoi? Mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, c'est quoi la vitesse commerciale qu'on va viser. Ça dépend le type de service qu'on va opérer. Si on a un métrobus, on est à 800 mètres. Si on a un service de proximité, ben là, on veut servir des quartiers très denses, on va peut-être être aux 400 mètres. Ça dépend des objectifs de la ligne. Puis, il y a vraiment des lignes qui font de la couverture. Puis le transport en commun, actuellement, c'est très, très mal discuté parce qu'il n'y a pas juste un objectif de performance. C'est un objectif de couverture et de performance. Puis c'est la fusion des deux qu'on a comme résultante. Donc, c'est sûr, sur un SRB, on ne va pas mettre un arrêt aux 200 mètres ou aux 250 mètres, on va mettre un arrêt plus éloigné, Un SRB un étant? système rapide sur bus. Donc, ça dépend vraiment, les métros non plus. Un tramway va avoir des arrêts plus rapprochés et ça dépend ce qu'on essaie de desservir aussi. Mais il faut aussi bien calculer la distance. Fait que quand on fait des modèles un peu intelligents, on va s'assurer d'avoir le calcul du trajet sur le réseau piétonnier puis de tenir compte de la démographie. Ça, c'est dans un monde idéal. Là, j'ai une question que je vais dire à 100 piastres. OK. Pourquoi les piétons préfèrent marcher dans les pistes cyclables? La réponse. Tu penses pas que c'est une préférence? Pardon, Non, non, non. parce que c'est les trottoirs ou les pistes sont mal conçus. En fait, c'est ça le secret, c'est que souvent, les trottoirs ont été construits en premier. Les pistes cyclables sont arrivées sur le tard, dans les années 80, et on les a aménagées là où il y avait de la place, c'est-à-dire à l'extérieur de l'emprise. Mais les piétons, spontanément, fuient la circulation, le bruit, le risque d'éclaboussure, la proximité des voitures, de se faire souffler quand il y a un autobus qui passe à côté. Donc, spontanément, instinctivement, en fait, tous les piétons s'éloignent de la rue. Et qu'est-ce qu'on trouve au bout de l'emprise? C'est la piste cyclable. Donc, c'est pas que les piétons veulent embêter les cyclistes, c'est vraiment que c'est la conception qui est mal faite. Dès qu'on averse dans nos nouvelles rues, c'est ce qu'on fait. On n'a aucun piéton dans les pistes cyclables. Ils sont tous à l'extrémité en bordure de l'emprise. Alors, je vais continuer dans la même veine sur les aménagements.
La personne qui a écrit ça a remarqué des incohérences dans certains aménagements et met des exemples. Une piste cyclable reliant le chemin de Chambly à la rue Cuvillieux aux 2 tiers asphaltés et 1 tiers en gravier, ou encore un trottoir qui switch, pardon le terme, d'un côté à l'autre. Qu'est-ce qui peut expliquer ce type d'incohérence? Je pense au chemin Chambly. Je ne sais pas si cette personne faisait référence à ça. Il y a beaucoup de contraintes. Bon, des contraintes physiques, de largeur d'emprise. Donc là, on était limité. Euh, euh, Beaucoup aussi de, comment dire, j'essaye de trouver l'explication. En fait, au niveau le RTL avait des besoins en termes de voies réservées, avait des besoins en termes de circulation, d'optimisation de leur circuit. Donc, on était contraint de maintenir les 3 voies. Je crois qu'on a 3 voies. Enfin bon, on a eu un gabarit de rue que normalement on n'aurait pas souhaité dans cet axe-là. On aurait souhaité le réduire encore davantage. Et considérant la limitation en termes d'emprise, on n'a pas eu le choix que d'aménager la piste cyclable bidirectionnelle d'un côté et non pas les fameux aménagements unidirectionnels qu'on aurait souhaité normalement. Et on s'est raccordé à des aménagements existants, donc ce qui fait qu'on a des trottoirs et des pistes cyclables qui ne sont pas alignés. Donc, les contradictions, enfin, je ne sais plus si c'était le terme-là, les incohérences dans le projet, c'est souvent quand on se ramifie à de l'existant. Donc, et puis souvent, bon, on a des contraintes et puis on a des demandes aussi qui viennent d'un peu partout, puis de nos partenaires, et on ne peut pas refuser toutes les demandes qui nous sont faites non plus. Non. Alors, une autre. Est-ce que l'étalement des familles joue un rôle dans la multiplication des véhicules? Oh, l'étalement des familles. Euh, c- il y a plusieurs facteurs là, qui influencent la motorisation. Là. J'ai un étudiant qui a fait une thèse de doctorat sur la dépendance à l'auto, donc si ça vous intéresse d'aller voir ça. Il y a à la fois des facteurs structuraux, ce qu'on offre comme service. Donc, c'est sûr que si j'habite et les facteurs qui déterminent pourquoi je vais habiter à un certain endroit, c'est une autre question. Mais on sait que la citation, le drive until you qualify, s'applique. D'ailleurs, sur la question d'abordabilité, c'est pas juste l'abordabilité du logement. Le problème, c'est l'abordabilité intégrée. Donc, quand on fait le calcul coût d'habitation plus coût de transport, disons que le bilan ne serait pas celui qu'on voit maintenant. On développe un outil pour aider les gens à choisir, d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Ça dépend de la disponibilité de services, ça dépend des perceptions, ça dépend effectivement ça dépend de ces 2 facteurs structuraux, là. C'est sûr que si je n'ai pas d'autres alternatives, je vais m'acheter un véhicule parce que pour gérer mon quotidien, il faut bien que je l'ai. Fait que si on offre du service, ça va permettre de réduire, mais il faut qu'il soit bon, le service. Je vais me permettre de garder une question pour un intervenant qui va venir demain. OK? Parce que je trouve qu'elle est plus pertinente à poser à une autre personne. Selon les données que vous avez, quel est le plus grand potentiel pour Longueuil? Ça, c'est à moi que ça Oui, va. ben, en Ben, le fait, potentiel moi, le bon, ce transport qu'on collectif. analyse actuellement, parce qu'on a fait un projet pour la Grande Région de Montréal où on évaluait le potentiel de réduction de gaz à effet de serre avec différents scénarios. Là, il y en a plein que j'ai enlevés, mais les localisations sont ce qui détermine la structure des déplacements. Fait que c'est sûr que quand on crée un nouveau quartier, il faudrait déjà tenir compte de l'ensemble des besoins de mobilité actuels et futurs. Fait que ça, déjà, en partant, là, arrêter de faire des rues avec des cul-de-sac, pas d'emprise pour les piétons, pour les cyclistes, une catastrophe, et pour les bus aussi. Fait que le potentiel, c'est sans doute de réfléchir. Quand le quartier est là, il faut faire la réingénierie. Donc, faire le diagnostic de la qualité de tous les types de trajectoires. C'est un peu ce que les outils font. Quand je regarde les origines-destinations, puis on regarde où est-ce qu'il y a du potentiel pour des modes actifs, bien là, ça veut dire qu'il y a des déplacements courts, que la chaîne de déplacement est construite de déplacements courts, mais qu'il y a sans doute des barrières physiques ou des enjeux de sécurité qui font que les gens ne marchent pas ou ne prennent pas le vélo. Ça, pour moi, il faut aller regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a là qui fait qu'il y a autant de gens en véhicule motorisé pour des déplacements qui sont très courts. Fait que là, je vois un potentiel. Merci beaucoup. Je vais finir avec cette question-là. Estimez-vous que les pistes cyclables implantées sur des trottoirs élargis sont dangereuses pour les personnes handicapées, en particulier les personnes aveugles? Donc, pistes cyclables implantées sur des trottoirs élargis, est-ce que ça pourrait amener quelque chose de dangereux pour des personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont une déficience visuelle? Je pense qu'on parle des pistes, j'imagine que vous n'avez pas la réponse là, mais des pistes qui sont adjacentes, qui sont le long
de trottoir, j'imagine, on a un trottoir puis une piste qui est collée. En théorie, quand on aménage une piste au même niveau que du trottoir, on rajoute une zone tampon entre ces deux infrastructures-là pour que la personne justement malvoyante puisse détecter au niveau de la texture, puis au niveau visuellement, qu'elle n'est plus sur l'espace piéton, mais elle va empiéter dans la voie cyclable. On manque souvent d'espace, c'est souvent l'élément qu'on retire quand vient le moment d'une réfection de rue, c'est souvent l'élément qui saute. Il y en a d'autres également, mais c'est souvent celui-ci qu'on va retirer, considérant, maladroitement, ça je le reconnais, qu'on a déjà le contraste visuel qui est là. On a le béton qui est plutôt blanc, gris pâle, on a l'asphalte de la piste cyclable qui est plutôt foncé, mais on s'entend que ça suffit pas, ça répond pas aux critères d'accessibilité universelle. Donc non, la réponse est non, ça n'est pas recommandé. Élise, une dernière, une petite dernière? Une petite dernière? Elle va prendre le micro. OK. Alors, quel événement, changement, mobilisation pour amener nos gouvernements à investir massivement dans le transport collectif? Est-ce que vous avez une réponse merveilleuse à ça? Là, je l'ai pris au hasard, vous m'avez pris de court. J'imagine que si on doit fermer 6 stations du métro parce qu'on ne les a pas entretenues, ça va peut-être aider un peu, mais ce que ça prend, c'est quand même des sources de financement récurrentes, pas juste un financement d'urgence. Fait qu'il faut vraiment changer la structure globale du financement des transports. Moi, j'ai toujours dit qu'on n'avait pas de vision des transports au Québec, puis ça exigerait qu'on ne fasse pas un financement indépendant de chaque mode, puis qu'on réfléchisse quels sont les modes les plus utiles et durables pour la société, et là qu'on change les modalités de financement. Parce que moi, personnellement, quand je regarde notre bilan économique, je me dis un jour, il va bien falloir payer pour le réseau routier et pourquoi ne pas envoyer la facture minimalement de façon équivalente à ceux qui utilisent le transport commun? Donc, payer une partie en fonction de l'utilisation qui est faite. Parce qu'on a des grands utilisateurs, on a des non-utilisateurs, on a des petits utilisateurs. Actuellement, tout le monde paye la même chose. Bon, ben, merci. Je pense que Bien. c'était elle la question à 100 piastres. Donc, ben, je pense qu'on peut prendre quelques instants pour remercier chaleureusement et applaudir Karine Discazo, Catherine Morancy. Comme dirait un autre animateur beaucoup plus expérimenté que moi, fascinant. Fascinant. Et d'ailleurs, ben, on va poursuivre après la pause. Donc, je pense que ça a bien fonctionné. Il y a quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de poser parce qu'il faut que ça roule, mais on va le faire par écrit. Alors, puis on va vous transmettre les réponses, promis. Si des réponses existent à vos questions, on ne peut pas promettre si la réponse n'existe pas ou qu'elle est inconnue de nos interlocuteurs. On reprend à 7h à 19h05. Non, 20h05, pardon. 20h05. Et pile avec nos deux autres invités de la soirée. Donc, c'est le moment de faire une petite pause et de renouveler votre stock de carton si nécessaire. Merci. Je l'ai pas.